Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un thread d'horreur, une histoire qui vient de Reddit. Et je tiens à signaler tout de suite que c'est une histoire qui est vraiment très dure. Très dure parce qu'elle n'aborde pas une histoire telle qu'on peut le voir habituellement dans ce que je peux proposer en termes de thread d'horreur Reddit. Ça va pas être quelque chose qui peut nous sembler sortir hors du commun, où on se dit c'est vrai que c'est quelque chose de flippant mais qui semble assez atypique. Je le dis tout de suite, cette histoire parle d'une tentative de vie. Au moins c'est dit, vous êtes au courant de quoi va parler la vidéo, je peux comprendre qu'il y en a qui soient mal à l'aise avec ça. Je vous invite à quitter la vidéo. Ce témoignage a été fait par la personne qui a été victime de cette agression. J'hésitais un peu à en faire sur la chaîne, mais ça fait partie des choses en termes d'horreur qui sont bien concrètes dans notre monde et qui font partie clairement des pires. Donc exceptionnellement, vu la teneur du sujet, je vais pas vous dire si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, etc. Non, on s'en fout dans cette vidéo, l'important c'est pas ça, l'important c'est de voir ce partage de témoignages d'une personne qui est très courageuse, qui a osé en parler. C'est une expérience qui est récente pour la personne qui l'a vécue. Et je vous propose qu'on passe tout de suite au témoignage. Je tiens à préciser que je vais pas m'étaler du tout sur le moment, on va dire, le plus difficile du témoignage. Je serai très vague là-dessus, mais je vais vous parler de tout ce qui s'est passé en soi avant, tout ce qui a conduit à cet événement tragique. On va appeler la personne qui a témoigné Lila. Lila dit qu'elle a eu beaucoup de traumatismes dans sa vie, beaucoup de choses difficiles qui lui sont arrivées, et pour essayer de passer au-delà, pour essayer d'oublier ces événements qui l'ont marqué négativement, elle s'est plongée dans la boisson. Vous vous en doutez bien, quand je dis la boisson, je parle pas de coca. Lila allait très mal psychologiquement, et c'était quelqu'un qui avait énormément de mal à parler de ce qu'elle ressentait à son entourage, que ce soit ses amis et sa famille. Et d'ailleurs, une des choses qui s'est passée au moment des faits est quelque chose qui l'a confortée dans cette idée-là, malheureusement. Donc Lila est une jeune femme de 23 ans. C'est vraiment une jeune femme lambda qui profite de la vie. Elle est un peu trop portée sur la boisson. Ce qu'elle veut dire par là, c'est pas qu'elle va forcément s'enfiler une bouteille de vin quand elle est seule chez elle, mais quand elle est en soirée avec des amis, elle ne va pas faire attention à sa consommation. Et justement, au moment des faits, elle était en soirée dans un bar avec des amis. Tout se passait plutôt bien, jusqu'au moment où une femme du bar commence un petit peu à flirter avec Lila. Lila se laisse approcher, elle est assez séduite et à un moment donné, elle embrasse la femme qui l'a approchée. Son groupe d'amis filles est très surprise, très choquée parce qu'elle ne savait pas que Lila était autant attirée par des hommes que par des femmes. Ça les a mis très mal à l'aise, ce qui ne devrait pas être le cas, le jugement n'a pas lieu d'être. Et à un moment donné, ce groupe d'amis dit à Lila, s'il te plaît, va-t'en un petit peu, on voudrait parler entre nous. Lila, qui elle était déjà assez alcoolisée, décide d'accéder à cette requête, donc elle décide de continuer un peu la soirée de son côté, et elle est déjà à un certain niveau d'alcool. À un tel niveau qu'elle fait pas forcément attention à ce qu'il peut y avoir autour. Alors que elle est en train de profiter de sa soirée, il y a des hommes, un petit peu bizarres, qui l'invitent à leur table et qui lui proposent des boissons. Ils lui offrent des verres, bien sûr alcoolisés. Lila, elle, ne prend pas directement conscience de la chose. Elle, en fait, elle explique qu'elle a une sorte de mécanisme d'autodéfense dans sa tête qui fait que dès qu'elle sent que quelque chose ne va pas et que ce quelque chose la rend anxieux, eh bien, elle a une sorte d'interrupteur qu'elle active et du coup, pouf, elle ne fait plus attention à ce qui pourrait potentiellement être dangereux. Donc, Lila continue de passer sa soirée, elle boit encore et encore, et elle ne se rend pas compte que ses amis l'ont abandonnée. Vous avez bien compris. Ses amis ont constaté qu'elle était très alcoolisée et ils l'ont laissée comme ça seule dans un bar qui n'était pas forcément en plus un bar très populaire, c'est-à-dire qui avait de bonnes fréquentations. Il faut savoir aussi que le téléphone de Lila n'avait pas beaucoup de batterie, elle s'en était servie toute la journée, elle n'avait pas pensé à le recharger, elle avait le chargeur mais elle n'avait pas pensé à le mettre à la charge, donc elle l'a éteint pour essayer d'économiser le peu de batterie qui lui restait, il lui restait à peine 2%. Lila avoue que ce soir-là, elle n'a jamais été aussi ivre. Elle était à peine consciente, elle avait beaucoup de mal à voir ce qui se passait autour d'elle, et au bout d'un moment, à force de boire, elle ne s'est pas sentie bien. Elle est donc sortie devant le bar pour vomir, et les hommes qui l'invitaient à boire des verres l'ont rejoint. Alors que elle essayait tant bien de mal de retrouver ses esprits, elle a entendu des hommes dire des choses, mais étant à peine consciente, elle n'a entendu que des bribes de phrases. Elle a entendu « prenez soin d'elle » et « je vais la ramener chez moi ». Après avoir entendu ces mots, Lila était apeurée.
Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle n'était pas du tout en pleine possession de ses moyens pour pouvoir réagir. Lila tente le tout pour le tout, elle demande aux hommes qui l'avaient invitée à boire des verres de la ramener chez elle. Elle donne son adresse et elle dit que ses colocataires l'attendent. Sauf que les hommes, plutôt que de dire « Ok, on va te ramener ou on t'appelle un taxi », ils lui rient au nez. Ils lui sortent quelques insultes que Lila ne comprend pas parce qu'elle est trop alcoolisée pour bien entendre, elle a du mal à comprendre ce qu'on lui dit, et elle pense pas tout de suite à mal et qu'elle court un grand danger. Elle pense qu'en fait ces hommes se moquent juste d'elle parce que c'est drôle de voir quelqu'un totalement ivre demander de l'aide. Eh bien Lila ne pensait pas se tromper à ce point-là, parce qu'elle n'arrivait pas à tenir debout. Et les hommes en ont profité pour la faire monter dans leur voiture. Ils étaient au nombre de 4. Lila était donc dans le véhicule a commencé à prendre la route et elle était côté fenêtre. Côté fenêtre parce qu'elle vomissait pas mal. Donc en fait à chaque fois, quasiment tous les 5 km, elle vomissait à tel point elle était mal. Un des hommes lui tenait les cheveux, souvent quand elle vomissait, mais c'était pas quelque chose d'attentionné, comme s'il voulait l'aider. C'était comme si en fait, ce geste-là, s'occuper de quelqu'un qui n'est pas en état, cet homme en avait l'habitude. On reviendra sur ce détail-là plus tard. La voiture fait un arrêt dans un fast-food, les hommes se commandent à manger, Lila, elle, ne veut rien manger parce qu'elle sait que si elle le mange, elle leur vomira direct, et la voiture reprend sa route. Lila se retrouve donc ensuite devant le domicile d'un des hommes qui était dans la voiture, et elle marmonne qu'elle ne veut pas aller dans cette maison et qu'elle veut qu'on la ramène chez elle. Les hommes sortent du véhicule, ouvrent la portière du côté où se trouvait Lila, et là, l'air frais lui donne en quelque sorte un regain. Non pas qu'elle retrouve possession de ses moyens, mais on va dire elle commence à penser un peu plus consciemment. Et là, en voyant la maison, en voyant les hommes, elle comprend ce qui va se passer. Évidemment, c'est quelque chose qui lui fait peur, à tel point qu'elle en pleure, ce qui est totalement compréhensible. Et Lila se dit, ok, si ces hommes-là ont l'intention de me faire du mal, peut-être qu'ils auraient même l'intention de me faire encore plus de mal, c'est-à-dire soit la garder prisonnière, la torturer, ou encore même la tuer. Et c'est là que Lila va avoir une pensée. Pas pour un ami, pas pour sa famille, elle va avoir une pensée pour son chat. Chat dont elle est très proche. Elle l'a eu quand il était encore tout petit, un chaton. La première pensée qui lui est venue, c'est quand elle l'avait tenu pour la première fois dans ses mains, que le chaton n'avait même pas encore les yeux ouverts, et qu'elle lui donnait un biberon chaud. Après, plein de souvenirs avec son chat lui sont venus en tête. Elle se souvient que à chaque fois qu'elle quitte son appartement, son chat se met devant la porte et pleure et l'attend jusqu'à ce qu'elle rentre. Et là elle se dit, mais comment mon chat va être si je n'entre pas? Donc il y a une chose que je dois faire, c'est que je dois tout faire pour survivre à cette nuit et rentrer chez moi pour reprendre mon chat dans mes bras. Lila essaie de sortir du véhicule, mais elle n'y arrive pas. C'est comme si en fait elle était un poids mort et l'homme qui vit dans la maison dit, t'inquiète pas, je vais t'aider. Lila lui dit, je vais pas pouvoir me lever, et l'homme la porte. Lila se souvient que c'était comme être dans des montagnes russes en étant malade. Ce trajet était horrible. Tout est très flou. Elle se souvient pas trop ce qui s'est passé quand elle est rentrée dans la maison, mais elle se souvient à un moment donné qu'elle a repris conscience et qu'elle était allongée sur le dos, sur le lit. Les lumières de la chambre étaient éteintes, il y avait juste un peu de lumière qui venait du couloir, qui passait sous la porte de la chambre. Et Lila a toujours cette peur de savoir ce qu'il va se passer. Elle implore, non pas l'homme de ne pas abuser d'elle, elle l'implore de ne pas lui faire de mal, de ne pas être brutal ou violent. Elle veut que ça se passe pour vite passer à autre chose. Ce qu'elle dit, c'est que limite, elle voulait s'évanouir, que la chose horrible se produise, et qu'ensuite, elle se réveille, comme si de rien n'était, qu'elle passe à autre chose. Mais ce dont Lila a peur, c'est que l'homme profite également du moment où Lila est inconsciente pour potentiellement la frapper ou lui faire des dommages corporels. Donc elle décide de lutter pour rester conscient et continue à l'implorer de ne pas lui faire de mal. Lila est totalement impuissante dans cette situation. Elle veut crier mais elle ne peut pas, elle veut bouger mais elle n'y arrive pas. Elle ne veut pas trop parler parce qu'elle ne veut pas que l'homme d'un coup se sente entre guillemets comme un criminel, alors que c'est ce qu'il est. Mais en fait ce qu'elle veut surtout éviter, c'est que l'homme rentre dans un excès de rage et commette le pire. Elle, ce qu'elle décide, c'est de ne rien dire, à part « ne me faites pas de mal », pour que la chose horrible se passe le plus rapidement possible et qu'elle n'en garde pas des séquelles, chose dont vous vous en doutez bien, arrivera forcément.
Mais quelque chose se produit. Lila remarque que l'homme ne fait rien. Certes, il la touche à des endroits qu'il ne devrait pas sans son consentement qu'il n'a pas eu évidemment. Lila a bien dit qu'elle n'était pas consentante, qu'elle ne voulait pas participer à cela. Et il semblerait que à chaque fois qu'elle montrait qu'elle n'était pas à l'aise avec la situation, qu'elle ne le voulait pas, l'homme s'arrêtait. Comme si en fait le fait qu'elle dise non, l'homme ça l'effrayait. Dans les termes que Lila utilise, elle dit comme si ça le rebutait à faire la chose. Donc l'homme, à chaque fois que Lila lui disait non, se couchait à côté d'elle, comme s'il allait s'endormir. De temps en temps, il revenait pour essayer de faire ce qu'il voulait faire, sauf que Lila de nouveau lui disait « S'il te plaît, ne me fais pas de mal, je ne veux pas ». Et là, l'homme se retournait se coucher. Lila attendait une chose, c'était que tout l'alcool redescende, qu'elle reprenne vraiment pleinement conscience de ses pensées et qu'elle reprenne possession aussi de son corps pour pouvoir s'en aller. Vient donc le matin où Lila va beaucoup mieux. Elle demande à l'homme de la ramener chez elle. Cette fois-ci, maintenant qu'elle est beaucoup moins faible parce que plus alcoolisée, elle est beaucoup plus cassante, beaucoup plus stricte dans ce qu'elle peut dire, beaucoup plus autoritaire, et donc elle dit à l'homme « Maintenant, ramène-moi chez moi, mes colocataires doivent m'attendre. » L'homme dit « Ok, je vais te ramener, mais avant ça, faut que j'aille chercher à manger. » Donc ils vont dans un restaurant ensemble. Cette fois-ci, Lila est beaucoup plus à l'aise parce que le restaurant est bondé. Il y a du monde, c'est un lieu public, donc là elle sait que l'homme ne peut plus lui faire du mal, elle se sent un peu plus en sécurité, et là elle joue le jeu, c'est-à-dire qu'elle ne va pas parler à l'homme de ce qu'il voulait faire et de ce qu'il a fait, elle va faire un faux sourire, acquiescer à ce qu'il dit, et elle se dit, plus vite il aura fini de manger et on partira, plus vite je n'aurai plus affaire à lui. Avant de reprendre la voiture pour rentrer chez elle, l'homme demande le numéro de téléphone de Lila, Lila se dit, je ne vais pas m'embêter plus que ça, je lui donne. Au pire, il m'appelle, il m'envoie un message, je le bloque, mais au moins, on en finit là. Une fois que Lila est arrivée chez elle, elle a pris ses colocataires dans ses bras, elle a câliné son chat, comme jamais, et elle a commencé à pleurer devant ses colocataires, et elle s'est excusée. Et ses colocataires lui ont dit la chose qui est clairement la vérité, c'est que ce qui s'est passé, ce n'était pas sa faute. Lila pensait qu'elle avait été stupide, qu'elle avait eu simplement de la chance d'être vivante, mais qu'elle avait provoqué ce qui s'était passé. Ses colocataires lui ont dit que pas du tout, ce n'était pas le cas, elle n'a rien causé. Les seuls problèmes dans ce qui s'est passé, ce sont ces hommes. Elle n'est responsable en rien qu'il y ait des malades à l'extérieur, et elle n'a pas à se sentir coupable d'avoir été la victime de ces malades. Ces événements l'ont traumatisée à tel point qu'elle a développé une agoraphobie, c'est-à-dire une peur de se retrouver dans des lieux publics, et maintenant le seul moment où elle se sent assez en sécurité, une activité qu'elle a développée, c'est qu'elle va rencontrer des gens, certes, mais plus dans des bars ou dans des lieux publics. Ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle a investi dans un casque VR, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne sort pas de chez elle, elle sort de moins en moins, mais elle arrive quand même à avoir une sorte de vie sociale par l'intermédiaire des interactions virtuelles. Il n'y a pas que cet événement-là qui l'ont marqué. Ce qui l'a marqué également, c'est la réaction de ses amies qui n'en sont plus quand elles ont découvert que Lila est attirée et par les hommes et par les femmes. Cette réaction, qui a ensuite en soi créé l'événement traumatisant, ça a fait qu'elle s'est beaucoup plus renfermée et elle a eu beaucoup plus de mal à parler de ses émotions et de ce qu'elle ressentait, de peur d'être jugée. C'est quelque chose sur lequel elle travaille, elle va voir aussi un thérapeute, mais ces événements-là ont enchaîné ce changement d'état d'esprit. Les seules personnes à qui elle arrive à se confier et avec qui elle arrive à sortir, ce sont maintenant uniquement ses colocataires. C'est là que ce témoignage s'arrête. J'avoue avoir été assez succinct dans le témoignage, il y a beaucoup de détails dans lesquels je ne voulais pas rentrer, notamment sur ce qu'il se passe pendant la nuit. Je pense que vous avez très bien compris quel était évidemment l'état d'esprit de Lila pendant justement cette fameuse nuit et l'horreur qu'elle a vécue. C'est un témoignage très dur. C'est un témoignage très dur. Et malheureusement, alors si je regarde un peu les statistiques de la chaîne, notamment concernant ceux qui me regardent, donc vous, je vois qu'il y a plutôt une majorité de femmes que d'hommes. Donc peut-être que vous qui me regardez, vous vous reconnaissez dans ce témoignage. Peut-être que ça vous est malheureusement même déjà arrivé. J'en suis désolé. Je sais que ce sont des événements qui peuvent également arriver à des hommes et à tous ceux à qui ça a pu arriver, hommes comme femmes. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes fort et forte et on ne peut que vous admirer pour votre courage d'essayer de passer au-delà de ces événements qui vous ont traumatisé. C'est tragique que ce genre de choses arrive. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous, gardez les yeux ouverts. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken.
Salut!